Quand Élise Dubois regarde dans les yeux de son nouveau-né, elle voit quelque chose d'impossible. Le regard de son fils décédé 6 ans plus tôt. Comment un enfant de 3 mois peut-il connaître des détails que seul Thomas savait? Parfois, l'amour transcende même la mort. Le soleil de juillet brûlait l'asphalte de la rue des Mimosas à Marseille. Thomas Dubois, 6 ans, pédalait avec fierté sur son vélo rouge flambant neuf, celui qu'il avait tant désiré pour son anniversaire. Ses cheveux blonds voltigeaient dans le vent chaud et son rire cristallin résonnait dans le quartier paisible. « Maman, regarde comme je vais vite !» cria-t-il à Élise qui arrosait ses géraniums sur le perron. Elle leva les yeux, un sourire tendre aux lèvres. Son petit garçon était si fier de maîtriser enfin l'équilibre sans les petits trous. Marc, son mari, avait passé des heures le week-end précédent à courir derrière lui dans le jardin, une main protectrice sur la selle. « Fais attention, mon chéri, ne va pas trop loin !» lui lança-t-elle. Mais Thomas avait déjà disparu au coin de la rue. Le temps sembla suspendu. Élise continuait d'arroser machinalement, humant le parfum sucré des fleurs mélangé à l'odeur de bitume chaud. Elle pensait au dîner qu'elle préparait ce soir-là, les pâtes à la bolognaise que Thomas adorait, avec du parmesan râpé qu'il saupoudrait généreusement. Puis ce fut le silence. Un silence étrange, oppressant, comme si le monde entier retenait son souffle. Plus de rire, plus de bruit de roues sur l'asphalte, juste le bourdonnement lointain des cigales et le clapotis de l'eau qui coulait toujours du tuyau d'arrosage. « Thomas ?» appela Élise, une inquiétude sourde naissant dans sa poitrine. Pas de réponse. Elle posa l'arrosoir et s'avança vers la rue, ses sandales claquant nerveusement sur le carrelage de la terrasse. Son cœur commençait à battre plus vite, cette intuition maternelle qui ne trompe jamais sonnant l'alarme. « Thomas ! Où es-tu, mon cœur ?» Au coin de la rue, elle aperçut un attroupement. Des voisins parlaient à voix basse, leurs visages graves tournés vers quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Madame Hernandez, la voisine d'en face, pleurait dans ses mains. Élise se mit à courir. Ses jambes se dérobèrent quand elle vit le vélo rouge, tordu et silencieux, gisant sur le côté. À quelques mètres, une voiture grise était arrêtée, son conducteur assis sur le trottoir, la tête entre les mains. Et Thomas. Thomas était allongé sur l'asphalte, si petit, si fragile. Ses cheveux blonds maculés de sang. Ses yeux bleus, ses yeux qu'elle avait vus ouvrir pour la première fois 6 ans plus tôt. Fixaient maintenant le ciel sans le voir. Le cri qui sortit de sa gorge ne ressemblait à rien d'humain. Les semaines qui suivirent l'accident se fondirent dans un brouillard de douleur insoutenable. La maison des Dubois, autrefois remplie des éclats de rire de Thomas, était devenue un mausolée silencieux où chaque objet rappelait sa présence. Ses joies étaient restées éparpillées dans le salon, figées dans le temps comme les vestiges d'une vie interrompue. Élise ne sortait plus de sa chambre. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond des heures entières, serrant contre sa poitrine le pyjama Spider-Man que Thomas avait porté la veille de l'accident. L'odeur de son petit garçon s'estompait jour après jour, et cette disparition progressive lui brisait le cœur autant que sa mort elle-même. « Il faut que tu manges, Élise » suppliait Marc depuis le seuil de la chambre, un plateau repas à la main. Sa voix était rauque, vieillie de 10 ans en quelques semaines. « Je n'ai pas faim » murmura-t-elle sans détourner le regard du plafond. Marc posa le plateau sur la commode et repartait. Lui-même ne touchait presque plus à la nourriture. Il avait maigri de façon spectaculaire, ses chemises flottant maintenant sur ses épaules autrefois robustes. La nuit, Élise l'entendait pleurer dans la salle de bain, ses sanglots d'homme qu'il s'efforçait d'étouffer pour ne pas l'accabler davantage. Ils ne se parlaient plus vraiment. Chaque conversation dérivait inévitablement vers Thomas, et chaque évocation de leur fils les plongeait un peu plus profondément dans l'abîme du chagrin. Marc se reprochait de ne pas avoir été là, d'avoir été au bureau pendant que son fils mourait seul sur l'asphalte. Élise se torturait à l'idée qu'elle aurait dû courir derrière lui, qu'elle aurait dû l'empêcher de partir. « Si seulement j'avais » commençait l'un. « Si seulement nous avions » poursuivait l'autre. Les « si seulement » s'accumulaient comme des pierres sur leur cœur meurtri. La chambre de Thomas était restée intacte. Personne n'osait y entrer, comme si déplacer un seul objet risquait de faire disparaître définitivement son souvenir.
Sa brosse à dents était encore dans le verre de la salle de bain, ses chaussures de sport traînaient dans l'entrée et son cartable était posé sur la chaise de la cuisine, prêt pour une rentrée qui n'aurait jamais lieu. Les amis et la famille avaient d'abord envahi la maison, apportant des plats cuisinés et des paroles de réconfort. Mais au fil des semaines, les visites s'espaçaient. La douleur des Dubois était trop lourde, trop dérangeante. Elle renvoyait chacun à sa propre fragilité, à la possibilité que le malheur frappe aussi leur porte. Un matin de septembre, 6 mois après l'accident, Élise se réveilla avec une nausée violente. Elle courut aux toilettes, le cœur au bord des lèvres. Marc la retrouva effondrée sur le carrelage froid, tremblante. « Je crois que je suis enceinte », murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues creusées. Le silence qui suivit fut assourdissant. Comment pouvait-il accueillir une nouvelle vie quand il n'arrivait même pas à faire le deuil de celle qui leur avait été arrachée? 18 mois après la mort de Thomas, Lucas Dubois poussa son premier cri dans la maternité de la Conception, à Marseille. Mais ce qui frappa immédiatement Élise, ce ne fut pas le soulagement habituel après l'accouchement. Ce fut le regard de son nouveau-né. Quand l'infirmière déposa le bébé sur sa poitrine, Lucas ouvrit immédiatement ses yeux d'un bleu profond, exactement la même nuance que ceux de Thomas, et la fixa avec une intensité troublante. Ce n'était pas le regard flou et errant des nouveau-nés. C'était un regard reconnaissant. « Il a les yeux de Thomas », murmura Marc, la voix étranglée par l'émotion. Il caressait doucement la joue rosée de son fils, mais quelque chose dans son expression trahissait un malaise inexpliqué. Élise ne répondit pas. Elle ne pouvait détacher son regard de celui de Lucas. Une sensation étrange l'envahissait, un mélange de joie et d'inquiétude qu'elle n'arrivait pas à définir. Les premières semaines furent particulières. Lucas était un bébé calme, presque trop calme. Il ne pleurait jamais la nuit, dormait paisiblement et semblait observer le monde avec une curiosité inhabituelle pour son âge. Mais c'est quand ils rentrèrent à la maison que les choses vraiment étranges commencèrent. Le bébé refusait catégoriquement de dormir dans la chambre qui lui avait été préparée. Dès qu'on le déposait, il se mettait à pleurer de façon inconsolable, des cris stridents qui glaçaient le sang. En revanche, quand Élise le portait devant la chambre de Thomas, toujours fermée depuis sa mort, Lucas se calmait instantanément, gazouillant doucement comme s'il reconnaissait l'endroit. « C'est juste une coïncidence », répéta Marc, mais sa voix manquait de conviction. « Les bébés sont sensibles aux atmosphères. » Un après-midi, alors qu'Élise faisait le ménage dans le salon, elle entendit Lucas babiller dans son transat. Elle se retourna et sentit son sang se glacer. Le bébé de 3 mois fixait intensément le cadre photo de Thomas posé sur la commode, émettait des petits sons comme s'il tentait de communiquer avec l'image. « Ma... balbutia-t-il, ses petites mains tendues vers la photo. Élise s'approcha, tremblante. Les premiers mots des bébés étaient généralement « papa » ou « maman » vers 6 ou 7 mois. Jamais à 3 mois, et jamais en regardant la photo d'un enfant décédé. « Qu'est-ce que tu essaies de me dire, mon bébé ?» murmura-t-elle, prenant Lucas dans ses bras. L'enfant cessa immédiatement de pleurnicher. Il la regarda droit dans les yeux, et pour la première fois depuis la mort de Thomas, Élise eut l'impression que quelqu'un la reconnaissait vraiment, qu'on la voyait au-delà de sa douleur. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Allongée dans son lit, Lucas paisiblement endormi contre elle, elle repensait à tous ces détails troublants. Le regard trop mature, les pleurs qui cessaient devant la chambre de Thomas, cette façon qu'avait le bébé de fixer la photo de son frère décédé. « C'est impossible », se répéta-t-elle. « Je deviens folle. » Mais dans son cœur meurtri, une petite voix chuchotait quelque chose qu'elle n'osait pas encore formuler. Et si Thomas avait trouvé un moyen de revenir? À 18 mois, Lucas prononça ses premiers mots véritables. Élise préparait le déjeuner dans la cuisine quand elle entendit une petite voix claire depuis le salon. « Maman, c'est moi, Thomas ?» La cuillère en bois qu'elle tenait tomba dans la casserole avec un bruit métallique. Elle se figea, le cœur battant à tout rompre. Avait-elle vraiment entendu ces mots, ou son esprit torturé lui jouait-il des tours? « Qu'est-ce que tu as dit, mon chéri ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante en se dirigeant vers le salon. Lucas était assis par terre, entouré de ses jouets de bébé, mais il les ignorait complètement. Ses grands yeux bleus étaient fixés sur elle avec cette intensité troublante qu'elle connaissait si bien maintenant. « Thomas », répéta-t-il simplement,
pointant son petit doigt vers sa propre poitrine. « Moi, Thomas. » Élise s'effondra sur le canapé, les jambes coupées. Ce n'était pas possible. Un enfant de 18 mois ne pouvait pas construire des phrases si complexes et encore moins prétendre être quelqu'un d'autre. Les jours suivants, les révélations de Lucas devinrent de plus en plus troublantes. Il réclamait ses anciens jouets, décrivant avec précision le robot transforme rouge que Thomas avait reçu pour ses 5 ans et qui était rangé dans sa chambre fermée. Il demandait pourquoi on avait enlevé les étoiles phosphorescentes du plafond de sa chambre, ces mêmes étoiles qu'Élise avait décollées après la mort de Thomas, incapables de supporter leur lueur dans l'obscurité. Un après-midi, alors qu'Élise pliait du linge, Lucas s'approcha d'elle avec ses crayons de couleur et une feuille de papier. « Je dessine mon vélo », annonça-t-il avec le sérieux d'un petit adulte. Les mains d'Élise se mirent à trembler quand elle vit le dessin. Malgré sa maladresse de bambin de 18 mois, on distinguait clairement un vélo rouge avec des flammes dessinées sur le cadre, exactement comme celui que Thomas avait choisi pour son 6e anniversaire. « Où est mon vélo rouge, maman ?» demanda-t-il en levant vers elle ses yeux innocents. « Celui avec les flammes que papa a acheté au magasin Décathlon. » Élise ne lui avait jamais parlé de ce vélo. Marc l'avait jeté le lendemain de l'accident, incapable de supporter sa vue. Comment Lucas pouvait-il connaître ces détails ? « Tu te souviens de ce vélo ?» murmura-t-elle, la gorge serrée. « Oui, je roulais très vite. Et puis la voiture grise. » Et il s'interrompit, ses petits sourcils se fronçant comme s'il cherchait ses mots. « Bobo très fort. Noir partout. Mais après, j'ai vu maman pleurer. Alors, je suis revenu. » Cette fois, Élise ne put retenir ses larmes. Elle prit Lucas dans ses bras, le serrant contre elle avec une force désespérée. L'enfant lui caressa doucement les cheveux, avec une tendresse qui n'avait rien de celle d'un bambin. « Pleure pas, maman. Je suis là maintenant. Je reviendrai plus jamais. » Quand Marc rentra du travail ce soir-là, il trouva Élise s'assise dans le salon, Lucas endormi sur ses genoux, tenant dans sa main le dessin du vélo rouge. Elle leva vers lui des yeux rougis par les larmes. « Marc, il faut qu'on parle. Il se passe quelque chose avec Lucas, quelque chose d'impossible. » « Tu es en train de me dire que notre fils de 18 mois prétend être Thomas ?» Marc regardait Élise avec un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. « Élise, tu entends ce que tu dis ?»« Je sais que ça semble fou, mais écoute-moi jusqu'au bout, » supplia-t-elle, lui montrant le dessin du vélo. « Regarde ça. Comment peut-il connaître ces détails ? Nous n'avons jamais parlé de ce vélo devant lui. » Marc examina le dessin, son visage se durcissant. « C'est juste des coïncidences. Les enfants entendent des conversations, ils captent plus de choses qu'on ne le croit. Tu projettes tes propres souvenirs sur lui. Et les étoiles phosphorescentes, et le nom du magasin, et sa réaction quand il voit la photo de Thomas. » Élise sentait la frustration monter en elle. « Marc, il sait des choses qu'il ne peut pas savoir. »« Stop !» explosa Marc, se levant brusquement du canapé. « Je ne peux pas t'entendre dire ça. Thomas est mort, Élise. Notre fils est mort et aucun délire mystique ne le ramènera. » Ces mots résonnèrent dans le salon comme une gifle. Élise recula, blessée par la violence de sa réaction. « Je ne délire pas !» murmura-t-elle. « Si tu prenais le temps d'observer Lucas, si tu l'écoutais vraiment. » « L'écouter dire quoi ? Qu'il est la réincarnation de notre fils décédé ?» Marc se passa les mains dans les cheveux, visiblement à bout. « Élise, tu as besoin d'aide. Cette obsession n'est pas saine, ni pour toi, ni pour Lucas. » Cette nuit-là, ils se couchèrent en silence, chacun campé sur ses positions. Mais vers 3 heures du matin, Marc fut réveillé par une petite voix dans le couloir. « Papa, papa, où tu es ?» Il se leva discrètement et aperçut Lucas debout devant la porte de la chambre de Thomas. Ses petites mains pressaient contre le bois. « Qu'est-ce que tu fais là, bonhomme ?» chuchota Marc en s'accroupissant près de lui. Lucas leva vers lui ses grands yeux bleus embués de larmes. « Je veux mes étoiles, papa, et mon livre des dinosaures, celui avec les tyrannosaures que tu lisais avant dodo. » Marc sentit son sang se glacer. Ce livre était effectivement dans la chambre de Thomas, sur sa table de chevet. Comment Lucas pouvait-il le savoir ? « Pourquoi tu pleures, papa ?» continua l'enfant en posant sa petite main sur la joue de Marc. « C'était pas ta faute, accident. La dame en voiture, elle m'a pas vu. Mais toi, tu m'avais dit de faire attention. Je me rappelle. » Les dernières défenses de Marc s'effritèrent.
Thomas lui avait effectivement fait une promesse la veille de sa mort. « Je ferai attention, papa, promis !» Comment un bébé de 18 mois pouvait connaître cette conversation privée? Le lendemain matin, Marc téléphona au cabinet du docteur Rousseau, pédopsychiatre réputé de Marseille. « Docteur, j'ai besoin de vous voir en urgence. C'est au sujet de mon fils. Il se passe des choses étranges. » 3 jours plus tard, ils étaient 3-3 dans le bureau feutré du docteur Rousseau. Lucas jouait calmement avec des cubes colorés, pendant que Élise et Marc racontaient les événements troublants des derniers mois. Ce que vous décrivez relève probablement d'un phénomène d'identification post-traumatique. L'enfant capte inconsciemment votre chagrin et tente de le combler en... Docteur, l'interrompit soudain Lucas de sa petite voix claire. Vous avez une photo de votre chien sur votre bureau. Il s'appelait Rex et il aimait jouer avec les balles de tennis jaunes. Le docteur Rousseau se figea, sa plume suspendue au-dessus de son carnet. Sur son bureau se trouvait effectivement une photo de son berger allemand décédé l'année précédente, mais cette photo était retournée face contre le bureau depuis le matin même. Le silence qui suivit la révélation de Lucas sur le chien du docteur Rousseau fut assourdissant. Le psychiatre fixait l'enfant avec une expression de stupeur absolue, sa photo de Rex toujours retournée sur son bureau. « Comment peux-tu savoir ça ?» balbutiait-il, ses certitudes professionnelles vacillant pour la première fois en 20 ans de carrière. Lucas leva ses grands yeux innocents vers lui. Rex était triste quand il est parti, mais maintenant il joue avec d'autres chiens. Il veut que vous arrêtiez d'être triste pour lui. Le docteur Rousseau déglutit péniblement. Rex était mort d'un cancer 6 mois plus tôt, et depuis, il n'arrivait pas à retourner sa photo. Trop douloureux était le souvenir. Comment cet enfant pouvait-il percevoir sa peine? « Je pense, dit-il lentement, que votre cas dépasse mes compétences habituelles. Je vais vous orienter vers le docteur Catherine Moreau, une collègue spécialisée dans les phénomènes particuliers. » 15 jours plus tard, dans le cabinet chaleureux du docteur Moreau, Lucas était assis confortablement dans un petit fauteuil, coloriant paisiblement pendant que ses parents expliquaient la situation. « J'ai étudié plusieurs cas similaires, » expliquait la psychiatre, une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants. « Ce que vous décrivez n'est pas si rare qu'on pourrait le croire. Il existe des témoignages documentés d'enfants qui semblent conserver des souvenirs d'une vie antérieure. » « Vous croyez vraiment que le cas pourrait être... » Élise n'osait pas finir sa phrase. « Je ne crois rien, » répondit doucement le docteur Moreau. « Je me contente d'observer et d'analyser. Lucas, tu veux bien venir t'asseoir près de moi ?» L'enfant posa ses crayons et s'approcha sans méfiance. Le docteur Moreau s'agenouilla à sa hauteur. « Lucas, tu te souviens de ta vie d'avant ?»« Oui, » répondit-il simplement. « J'étais Thomas. J'aimais beaucoup les étoiles et les dinosaures, et j'avais peur du noir, alors papa avait mis les étoiles qui brillent au plafond. » Marc sentit sa gorge se serrer. Thomas avait effectivement une phobie du noir depuis ses 4 ans. « Et qu'est-ce qui s'est passé après l'accident ?» continua gentiment le docteur Moreau. Lucas fronça ses petits sourcils, comme s'il puisait dans des souvenirs lointains. « C'était tout noir d'abord, et puis j'ai vu maman qui pleurait tout le temps. Elle était très très triste, papa aussi. Alors j'ai demandé si je pouvais revenir. »« À qui tu as demandé ?»« Aux messieurs de lumière. Ils ont dit que c'était très rare, mais que si j'acceptais d'oublier petit à petit ma vie d'avant, je pouvais revenir dans le ventre de maman. » Élise étouffa un sanglot. « Tu nous as vus pleurer ?»« Oui, maman. Toi, tu restais tout le temps dans le lit avec mon pyjama Spider-Man. Et papa, il pleurait dans la salle de bain pour que tu l'entendes pas. » Marc se leva brusquement et sortit du bureau, incapable de supporter davantage. Ces détails étaient trop précis, trop intimes. Personne d'autre qu'eux ne les connaissait. Dans le couloir, il s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Toutes ses certitudes cartésiennes s'écroulaient. Comment un enfant de 18 mois pouvait-il connaître ces moments de solitude absolue qu'ils avaient vécus après la mort de Thomas? Quand Élise le rejoignit 20 minutes plus tard, il trouva un homme transformé. « Il faut qu'on rentre à la maison », murmura Marc d'une voix brisée. « Il faut qu'on ouvre la chambre de Thomas. Lucas a le droit de récupérer ses affaires. » De retour à la maison, Marc se dirigea directement vers la chambre de Thomas. Sa main tremblait sur la poignée de porte qu'il n'avait plus touchée depuis 18 mois. Élise l'en joignit, Lucas dans ses bras, et ensemble ils franchirent le seuil de ce sanctuaire figé dans le temps. L'odeur de renfermer les saisit immédiatement, mélangée à ce parfum si particulier de l'enfance.
pâte à modeler, crayons de couleur, et cette douceur indéfinissable des draps d'enfant. Tout était exactement comme Thomas l'avait laissé ce matin fatal de juillet. Ses jouets éparpillés sur le tapis, ses livres empilés sur l'étagère, et au plafond, les traces de colle là où étaient fixées les étoiles phosphorescentes. Lucas gigota dans les bras d'Élise pour qu'elle le pose. Dès que ses petits pieds touchèrent le sol, il se dirigea avec assurance vers le placard et désigna une étagère haute. « Mon livre des dinosaures, papa. Celui avec le tyrannosaure sur la couverture. » Marc grimpa sur une chaise et attrapa effectivement le livre demandé. Quand il l'ouvrit, une photo en tomba. Thomas a 5 ans, serrant fièrement son robot transformeur rouge. « C'est moi quand j'étais grand, » dit Lucas en ramassant la photo. « J'aimais beaucoup Optimus Prime, il se transformait en camion. » Élise s'assit sur le lit de Thomas, bouleversée. L'enfant parlait de sa vie précédente avec une simplicité déconcertante, sans jamais paraître troublé par cette dualité d'existence. « Lucas, tu te souviens de tout ?» demanda-t-elle doucement. « Pas tout, » répondit-il en feuilletant son livre. « Des fois, c'est fond, mais je me rappelle que papa me lisait cette histoire tous les soirs, celle du petit dinosaure qui cherchait sa maman. » Marc s'agenouilla près de son fils, les larmes aux yeux. « Tu veux que je te la lise maintenant ?» Lucas hocha gravement la tête et vint se blottir contre son père. Pendant que Marc lisait d'une voix émue l'histoire du petit dinosaure perdu, Élise observait cette scène surréaliste. Son mari lisant à leur fils de 18 mois le même livre qu'il lisait à Thomas. Soudain, Lucas interrompit la lecture. « Papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Marc ferma le livre et attendit. « Le jour de l'accident, tu te souviens, tu étais parti au travail tôt et maman arrosait les fleurs. » Lucas s'exprimait maintenant avec un vocabulaire étonnant pour son âge. « Avant que tu partes, tu m'as dit « Fais attention avec ton vélo, bonhomme, promets-moi de ne pas aller sur la grande route. » Et j'ai promis. Marc sentit son cœur se déchirer. Cette conversation avait bien eu lieu dans l'intimité de leur cuisine à 6 heures du matin. « J'ai pas tenu ma promesse, papa. Je suis allé trop loin, mais c'était pas ta faute, c'était ma décision. » Lucas posa sa petite main sur la joue de son père. « Et maintenant, je sais pourquoi c'est arrivé. C'était pour que je puisse revenir différent, pour que je puisse vous aider à plus avoir mal. »« Nous aider comment ?» murmura Élise, la gorge nouée. « À comprendre que mon rire, c'est pas disparaître. C'est juste changer de maison. » Lucas sourit, de ce sourire radieux que Thomas avait toujours eu. « Les messieurs de lumière m'ont expliqué. L'amour, ça reste toujours, même quand le corps, il part. » Ce soir-là, pour la première fois depuis la mort de Thomas, Lucas dormit dans sa chambre. Pelotté dans son petit lit, il tenait contre lui son livre de dinosaures et son robot transformeur. Sur la table de cheville, Marc avait reposé la photo de Thomas. Vers minuit, Élise et Marc l'entendirent parler tout seul dans son lit. « Merci les messieurs de lumière, j'ai réussi. Papa et maman, ils comprennent maintenant. Je peux être Lucas pour de vrai et garder Thomas dans mon cœur. » Cette nuit-là, les parents Dubois dormirent paisiblement pour la première fois depuis 18 mois. Les semaines qui suivirent furent marquées par une transformation profonde de la famille Dubois. Lucas, maintenant âgé de 2 ans, continuait à révéler des aspects troublants de sa mission spirituelle, mais avec une sérénité qui apaisait progressivement ses parents. Un matin de printemps, alors qu'il prenait le petit déjeuner dans le jardin, Lucas leva soudain les yeux vers le ciel et sourit. « Ils sont contents ?» dit-il, en pointant ses petits doigts vers les nuages. « Qui est content, mon chéri ?» demanda Élise en lui essuyant la bouche. « Les messieurs de lumière, et grand-mère Suzanne aussi. » Lucas croqua dans sa tartine avec application. « Elle dit qu'elle est fière de moi. » Marc faillit s'étouffer avec son café. Sa mère, Suzanne, était décédée quand Thomas avait 4 ans. Il ne parlait jamais d'elle devant Lucas. « Tu as vu grand-mère Suzanne ?» balbutia-t-il. Lucas hocha la tête avec évidence. « Elle était là quand Thomas est mort. Elle m'a aidé à comprendre qu'il fallait revenir. Elle m'a dit « Ton papa et ta maman ont besoin de toi. Mais cette fois, tu seras plus sage. » « Plus sage comment ?» murmura Élise, fascinée malgré elle. « Ben, maintenant je sais des choses importantes.
Lucas abandonna sa tartine et regardait ses parents avec cette intensité troublante qui le caractérisait. « Je sais que quand les gens qu'on aime partent, ils partent pas vraiment, ils changent juste de place. Et des fois, si l'amour il est très fort, ils peuvent revenir d'une autre façon. » Il se leva de sa chaise haute et vint poser ses petites mains sur les joues de sa mère. « Thomas, il vous aimait tellement que son âme, elle voulait pas vous laisser triste pour toujours. Alors j'ai accepté de porter son amour dans ce nouveau corps. » Marc et Élise échangèrent un regard bouleversé. Comment un enfant de 2 ans pouvait-il exprimer des concepts si profonds avec une telle clarté? « Mais tu es Lucas maintenant, tu n'es plus Thomas. »« Je suis les deux, » répondit l'enfant avec simplicité. « Lucas avec les souvenirs de Thomas, comme un livre avec 2 histoires dedans. » Cette métaphore frappa Marc par sa justesse. Il commençait à comprendre que son fils n'était ni complètement Thomas, ni complètement Lucas, mais une synthèse unique des 2 âmes. L'après-midi même, ils retournèrent voir le docteur Moreau pour lui faire part de ces nouvelles révélations. La psychiatre écouta attentivement avant de se tourner vers Lucas. « Tu peux me dire pourquoi tu as choisi de revenir dans cette famille ?» lui demanda-t-elle. « Parce que c'est ma vraie famille !» répondit Lucas sans hésiter. « Dans le monde d'où je viens maintenant, il y a plein d'âmes qui attendent de revenir sur Terre. Mais moi, j'ai demandé une mission spéciale, aider mes parents à comprendre que l'amour, ça meurt jamais. » Le docteur Moreau prit des notes, visiblement ému. « Et tu sais combien de temps tu vas garder les souvenirs de Thomas ?» Lucas réfléchit sérieusement. « Les messieurs de lumière ont dit que, quand papa et maman seraient guéris, je pourrais être juste Lucas, mais je garderai toujours l'amour de Thomas dans mon cœur. » Sur le chemin du retour, Marc conduisait en silence, digérant ces paroles extraordinaires. À un feu rouge, il se tourna vers Élise. « Tu te rends compte ? Notre fils de 2 ans nous donne des leçons de philosophie sur la vie et la mort. » Élise sourit pour la première fois depuis longtemps. « Et tu sais quoi ? Je commence à me sentir vraiment en paix. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai l'impression que Thomas va bien. » Dans son siège auto, Lucas s'était endormi, un sourire paisible sur les lèvres. Sa mission d'amour était en train de réussir. 2 ans plus tard, Lucas avait maintenant 4 ans et sa personnalité propre s'affirmait de plus en plus. Il gardait encore des souvenirs de sa vie de Thomas, mais il semblait s'estomper graduellement, remplacé par de nouveaux souvenirs qui n'appartenaient qu'à lui. Un jour d'automne, alors qu'il visitait le cimetière pour l'anniversaire de la mort de Thomas, Lucas s'arrêta devant la petite tombe fleurie et dit quelque chose qui bouleversa ses parents. « Je crois qu'il est temps de dire au revoir à Thomas. » Élise s'agenouillait près de lui, surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire, mon chéri ?» Lucas posa ses petites mains sur la pierre tombale avec tendresse. « Thomas a fini son travail. Il vous a montré que l'amour continue même après la mort. Maintenant, je dois être Lucas pour de vrai. » Marc sentit un pincement au cœur. Ils avaient tant appris à aimer cette double identité de leur fils. « Tu ne te souviendras plus de Thomas ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. « Je me souviendrai de l'amour, » répondit Lucas avec sa sagesse habituelle. « Mais les souvenirs de Thomas, ils vont retourner avec lui. Comme ça, il pourra continuer à grandir là où il est maintenant. » Cette nuit-là, Lucas fit un rêve qu'il raconta le lendemain matin avec des détails saisissants. « Thomas est venu me voir dans mon rêve. Il était grand maintenant, comme un adolescent. Il m'a dit merci de l'avoir aidé et qu'il était prêt à continuer son chemin. » Lucas sourit de ce sourire radieux qui lui était si particulier. « Il m'a dit aussi qu'il veillera toujours sur nous, mais différemment, comme un ange gardien. » Les semaines suivantes, la transformation fut spectaculaire. Lucas développait ses propres goûts différents de ceux de Thomas. Il préférait les livres de pirates aux histoires de dinosaures, aimait les voitures de course plutôt que les vélos et adorait les chats, alors que Thomas avait toujours préféré les chiens. Un soir, alors qu'Élise le bordait dans son lit, Lucas lui prit la main. « Maman, tu es triste que je sois plus Thomas ?» Élise caressa doucement ses cheveux, réfléchissant à sa réponse. « Au début, j'avais peur de perdre Thomas une 2e fois. Mais maintenant, je comprends. Thomas a accompli sa mission. Et toi, Lucas, tu as ta propre vie à vivre. Et tu m'aimes même si je suis plus lui ? Je t'aime parce que tu es toi, mon Lucas. Et j'aime aussi l'amour que Thomas nous a laissé. Les deux peuvent exister ensemble dans mon cœur. » Lucas sourit et ferma les yeux. « C'est ce que Thomas espérait, que vous compreniez qu'aimer quelqu'un de nouveau, ça efface pas l'amour d'avant. »
Marc, qui écoutait depuis le seuil de la chambre, sentit une paix profonde l'envahir. Leur fils de 4 ans venait de leur enseigner la plus belle leçon sur l'amour inconditionnel. Le week-end suivant, ils organisèrent une petite cérémonie dans le jardin. Ils plantèrent un rosier rouge à l'endroit exact où Thomas aimait jouer avec son vélo. Lucas déposa au pied de l'arbuste une petite lettre qu'il avait dictée à sa mère. « Cher Thomas, merci de m'avoir prêté tes souvenirs. Grâce à toi, papa et maman, ils savent maintenant que l'amour, c'est plus fort que tout. Je promets de bien prendre soin d'eux. Ton ami, Lucas. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis 3 ans, Lucas ne mentionna plus jamais Thomas dans ses rêves. La transition était complète. Marc et Élise avaient enfin appris à honorer la mémoire de Thomas, tout en chérissant Lucas pour l'enfant unique qu'il était devenu. L'amour avait triomphé de la mort et la famille avait trouvé son nouvel équilibre. 2 ans plus tard, Lucas avait 6 ans, exactement l'âge qu'avait Thomas quand il était parti. Mais cette coïncidence n'effrayait plus ses parents. Ils avaient appris que les symboles de la vie n'étaient pas des menaces, mais des messages d'amour. C'était un matin de juillet, sous le même soleil qui avait brillé le jour de l'accident de Thomas. Lucas jouait dans le jardin, non pas avec un vélo, mais avec ses petites voitures de course qu'il faisait rouler sur des circuits imaginaires. Il était devenu un petit garçon joyeux et espiègle, totalement lui-même. Élise l'observait depuis la terrasse en arrosant ses géraniums, les mêmes gestes que 5 ans plus tôt, mais avec un cœur apaisé. Marc revenait du travail plus tôt maintenant, ayant compris que la vraie richesse se trouvait dans ces moments simples en famille. « Papa, papa, regarde ma nouvelle voiture !» cria Lucas en courant vers son père. Marc le souleva dans ses bras, respirant l'odeur de ses cheveux blonds. Physiquement, Lucas ressemblait beaucoup à Thomas, mais son caractère était unique. Il était plus réfléchi, plus sage pour son âge, comme s'il avait gardé une parcelle de la maturité spirituelle acquise durant sa mission. Ce soir-là, au dîner, Lucas fit une annonce qui surprit ses parents. « Je voudrais aider d'autres papas et mamans qui ont perdu leurs enfants. »« Comment ça, mon chéri ?» demanda Élise, intriguée. « Je voudrais leur dire que leurs enfants, ils sont pas vraiment partis, qu'ils les aiment encore très fort de là où ils sont maintenant. » Marc et Élise échangèrent un regard ému. Leur fils de 6 ans venait de trouver sa vocation. Les mois suivants, le docteur Moreau leur proposa de témoigner lors de conférences sur les phénomènes de réincarnation. Lucas, malgré son jeune âge, parlait avec une simplicité touchante de son expérience unique. « Quand quelqu'un qu'on aime meurt, il ne faut pas penser qu'il est parti pour toujours, » expliquait-il à l'audience, perché sur une chaise trop grande pour lui. « Moi, j'ai eu la chance de revenir dire à mes parents que l'amour, ça continue même après. Mais même quand on ne revient pas, l'amour, il est toujours là, dans le cœur. » Des familles endeuillées venaient les rencontrer, cherchant du réconfort dans leur histoire extraordinaire. Élise avait créé un groupe de soutien pour les parents ayant perdu un enfant, et Marc était devenu bénévole dans une association d'aide au deuil. Un jour d'été, exactement 7 ans après l'accident de Thomas, ils retournèrent sur les lieux de la tragédie. Lucas déposa des fleurs sur l'asphalte qui avait vu mourir son autre lui. « Merci Thomas, » murmura-t-il. « Grâce à toi, j'ai appris que l'amour c'est la chose la plus forte au monde. Maintenant, je peux être Lucas pour toujours, en gardant ton cadeau dans mon cœur. » Ce soir-là, dans leur maison où résonnait maintenant le rire de Lucas, la famille Dubois savourait un bonheur apaisé. Ils avaient traversé l'impossible, la mort, la résurrection spirituelle et la renaissance d'un amour plus fort que jamais. Sur la table de chevet de Lucas, une photo montrait 3 visages souriants, Élise, Marc et lui. À côté, dans un petit cadre argenté, Thomas leur souriait aussi, mais d'un sourire différent. Celui d'un ange gardien qui veille sur sa famille depuis un autre monde. L'amour avait vaincu la mort, et cette victoire illuminerait leur vie pour l'éternité.